la terre promise au travail forcé. C'est le parcours malheureusement classique et tragique des Boliviens qui quittent leur pays pour venir travailler ici, à Sao Paulo. On les trouve plutôt dans la banlieue de la ville, travaillant 15 heures par jour dans des ateliers de couture clandestins pour nous coudre des chemises chic et bon marché que nous connaissons bien en Europe. Et à part quelques exceptions, le Bolivien illustre ce célèbre et tragique également proverbe brésilien: le pauvre mange de la viande quand il se mord la langue. Après le miracle, le mirage brésilien, c'est un sujet de Mickaël Bordouche. Sao Paulo, ville tentaculaire, fascinante et écrasante. Dans cette jungle urbaine, les rivières de béton déversent des flots de voitures. Bienvenue à Sampa pour les intimes, un enchevêtrement de béton et d'acier qui s'étend sur plus de 100 km du nord au sud. Dans cette fourmilière géante, première mégalopole d'Amérique du Sud, la population atteint 20 millions d'habitants. Parmi eux, 350 000 fourmis ouvrières, les Boliviens, les laissés pour compte de l'explosion économique, les parents pauvres de l'immigration. Pour se faire entendre, les Boliviens ne lésinent pas sur les moyens. Pas de carnaval comme à Rio, mais une manifestation haute en couleur dans le centre historique de la ville. Aujourd'hui, tous les immigrés sud-américains se sont rassemblés pour scander leur ras-le-bol. Soyez tous les bienvenus et commençons ici notre 5e marche des immigrés pour que nous ayons tous les mêmes droits. Le droit de vote tout de suite. Kalina, viens par ici. C'est mieux devant les musiciens, non? Non, non, derrière c'est mieux. Ah, c'est mieux derrière. Et les filles, on les met où? Nous sommes des immigrés invisibles au Brésil. Nous aussi, nous avons des droits que nous voulons conquérir. Nous sommes des travailleurs et nous voulons obtenir nos droits. Perdue dans la foule, Béatrice a débarqué de Bolivie il y a 6 mois. Après 15 jours de bus et de galères, cette mère célibataire est arrivée clandestinement à Sao Paulo avec sous le bras Maïsa, sa fille de 2 ans. Aujourd'hui encore, elle ne possède aucun papier. En Bolivie, les gens disent que la vie au Brésil est facile, qu'on gagne facilement de l'argent. Ce n'est pas vrai. Le travail est dur ici. Au début, je voulais rentrer, je pleurais, je voulais rentrer chez moi. Béatrice est venue manifester avec sa patronne, Chimène, elle-même bolivienne. Depuis 11 ans qu'elle est au Brésil, la situation a peu changé et les discriminations sont quotidiennes. Pour les Brésiliens, les Boliviens sont des ivrognes. Les Boliviens sont des nains. On entend toujours des blagues sur nous. Ça fait rire. Ils disent même qu'on est des esclaves. À Sao Paulo, la majorité des Boliviens travaillent dans des ateliers de couture clandestins aux conditions sociales et sanitaires désastreuses, ou quand la terre promise se transforme en purgatoire. Quartier de Paris, en plein cœur de la ville. Dans ces rues, des milliers de boutiques de confection, majoritairement détenues par des Sud-Coréens. Ici, c'est l'équivalent du sentier parisien. Mais derrière les façades, le revers de la médaille. C'est au fond d'une ruelle, dans l'un des nombreux ateliers de couture clandestins que l'on retrouve Béatrice. C'est dans cette petite manufacture de fortune qu'elle a trouvé un emploi il y a 5 mois. Au milieu du bruit des machines à coudre, des enfants, ceux des ouvrières. Attention, ne va pas te couper. Maïsa, la fille de Béatrice, ne quitte jamais les jupons de sa mère. Tous les matins, dès 7h30, Béatrice s'assoit derrière sa machine. Elle ne la quittera plus jusqu'à 22h30. 15 heures de travail quotidien pour un salaire de 500 réals par mois, 3 fois le salaire minimum bolivien. Mon rêve, c'est d'avoir une petite maison en Bolivie, que je pourrais léguer à ma fille et que je puisse lui payer des études, faire des économies pour l'envoyer à l'université.
Je ne veux pas que ma fille fasse le même travail que moi. Je veux qu'elle ait un bon métier, qu'elle soit diplômée, avocate ou quelque chose comme ça. À quelques mètres à peine, séparés par une simple cloison, un minuscule réduit de 5 mètres carrés où dorment Béatrice et Maïsa. Ici, nous sommes dans ma chambre. Elle est petite, mais c'est ma chambre. C'est un peu le bazar hein, avec ma fille. Ça, c'est son échographie quand elle avait 6 mois. C'est pour elle que je travaille. C'est pour elle que je suis ici. C'est pour elle que j'ai vécu des moments difficiles. Quand je suis triste et que je pleure, c'est elle ma grande consolation. Elle me prend dans ses bras et me fait des bisous. Et avec ses bras, je sens une tendresse que je n'ai jamais sentie auparavant. Chimène, la patronne de Béatrice, est une ancienne petite main ouvrière. Exploitée pendant des années, elle a fini par obtenir la gestion de cet atelier. Elle n'a pas vraiment le choix, alors elle reproduit ce schéma d'esclavage moderne. Pour répondre à nos questions, elle décide de s'installer à son ancien poste de travail. Pousse-toi, laisse-moi la place. C'est mon tour de travailler maintenant. Oh, doucement. Je vais les disputer, moi, les petites filles. Je vais les gronder. Ici, ce ne sont pas des esclaves. Les esclaves sont enchaînés. Les esclaves obéissent aux ordres. Eux, ils ont choisi de travailler ici. Et puis là-bas, en Bolivie, le salaire minimum, c'est entre 100 et 200 réals. Les 500 réals que Chimène verse tous les mois à Béatrice sont légèrement inférieurs au SMIC brésilien. Mais son temps de travail dépasse les 70 heures hebdomadaires dans un pays où la durée légale du travail est fixée à 44 heures. La situation des Boliviens n'est heureusement pas toujours aussi dramatique. Si 80% d'entre eux sont clandestins, d'autres, plus instruits, sont également venus profiter du boom économique brésilien. Nous avons rendez-vous dans un petit cabinet de dentiste du centre historique de Sao Paulo. Bonjour. Comment ça va? Hugo était dentiste en Bolivie. Comme de nombreux confrères, il a fait le choix d'émigrer. Il travaille aujourd'hui dans 4 cabinets différents. Un business très lucratif qui peut lui rapporter jusqu'à 4 000 $ par mois. La vie à Sao Paulo est une course permanente. Je suis obligé de courir d'un cabinet à un autre. Un jour je suis dans un coin, le lendemain dans l'autre, et ainsi de suite. Ici c'est beaucoup plus intéressant financièrement. On peut gagner jusqu'à 3 à 4 fois plus. Mais avant de réussir au Brésil, Hugo a collectionné les problèmes comme de nombreux immigrés. Logement, nourriture, titre de séjour. Alors aujourd'hui, son temps libre, il l'utilise pour aider ses compatriotes. Dans ses sacs, des vêtements pour la maison des immigrants, un centre social qui aide les étrangers. Bonjour Père Mario, comment allez-vous? Qu'est-ce que tu nous apportes? Quelques affaires pour nos camarades immigrés. Ça va bien servir, merci beaucoup. De rien. Le problème quand je suis arrivé au Brésil, c'était la langue. La seule chose que je savais dire, c'était Coca-Cola et pain. Pendant 2-3 jours, je n'ai mangé et bu que ça. La première difficulté, c'était la langue. Et la deuxième, c'était d'avoir mon titre de séjour. Un titre de séjour, un rêve pour tous les immigrés boliviens. C'est le cas de Dina, jeune femme de 28 ans arrivée il y a 2 ans. Mais depuis la naissance de sa fille sur le sol brésilien, les autorités ont décidé de lui accorder le fameux sésame. Je crois que quand je serai légalisée, je pourrai commencer à travailler dans quelque chose comme... Je n'arrive même pas à l'imaginer. Tu ne l'imagines pas encore? Non. Tu pourras travailler avec un permis de travail. Tu dois l'exiger. Et avec ce permis, tu auras le droit au 13e mois et à tes congés payés. Une fois son titre de séjour en poche, la carte de travail est délivrée automatiquement. Pour Dina, c'est la fin de 2 années de galère clandestine. Nous sommes dimanche. Ici au Brésil, c'est le jour du Seigneur. Unique journée de repos hebdomadaire.
C'est ici, place Cantuta, que les Boliviens ont l'habitude de se retrouver. On y déguste de l'Inca Cola et du thé aux feuilles de coca. Hugo y emmène fréquemment Sonelia, sa fiancée. Ça, c'est une partie de la Bolivie. Quand j'ai le mal du pays, je viens ici. Il y a plein de Boliviens, de nourriture bolivienne. On ressent plus de chaleur humaine. Un peu plus loin, Béatrice, elle aussi, est venue profiter de son seul jour de congé avec Maïsa. Coucou Maïssa, coucou. Je viens ici pour ne pas être triste, ne pas penser à ma mère qui me manque et toute la famille qui est en Bolivie. C'est pour cela qu'on vient ici, pour que ma fille se change les idées, qu'elle s'amuse un peu. Maïssa, fais-moi un petit bisou. À Sao Paulo, les Boliviens sont les premières victimes de l'explosion du marché du travail. Actuellement, une grande enseigne de prêt-à-porter espagnole est sous le coup d'une enquête, accusée d'avoir employé des migrants dans des conditions proches de celles de l'esclavage. Un problème que les autorités souhaitent régler au plus vite. Le travail forcé doit absolument disparaître du CV de la 6e économie mondiale. On a maintenant rendez-vous au Circolo Italiano, l'une des plus hautes tours de Sao Paulo. On va rencontrer Frédéric Jung. Il est français, il est chef d'entreprise, il fait de la com. C'est un converti de la première heure. Il est arrivé ici il y a 25 ans. Il va nous raconter la montée en puissance du pays et de la ville. Il va nous parler du fameux miracle brésilien, même si vous allez voir, il n'aime pas trop ce terme. Bonjour Frédéric. Bonjour Victor. Alors, c'est devenu le fantasme un petit peu d'une Europe en crise. On parle beaucoup du miracle brésilien. Est-ce qu'il existe réellement et à quoi il ressemble? Il y a un gros changement. Le côté miracle, j'aime pas beaucoup parce que c'est un côté facile. Le Brésil marche bien, le Brésil est redécouvert. Il l'a été dans les années 70-80. Mais je crois qu'il n'est pas bien compris et que, vu de l'Europe, ça y est, il faut être au Brésil. Je ne crois pas que ça soit si simple que ça. C'est une république qui a moins de 120 ans, qui a eu plusieurs périodes de dictature militaire. Donc c'est un pays très jeune, fait par des immigrants. Donc l'apprentissage de la République, de la démocratie et tout ça, il y a eu un décalage. Et aujourd'hui, c'est en train d'arriver. Le Brésil va bien aujourd'hui, il a des bons fondamentaux, mais il a surtout des Brésiliens. Je crois que la plus grande force du Brésil, c'est les Brésiliens, la mentalité brésilienne. C'est ça. Bon, on va changer de terme, peut-être pas le miracle, mais comment ça se vit tous les jours, cette situation au Brésil, cette énergie dégagée? Vivre au Brésil, c'est super, parce que moi, ça fait 25 ans que j'y suis. J'ai décidé d'immigrer. C'est un choix personnel, donc je suis venu en 85, et avec ma femme, sans enfant. D'abord à Rio, puis après à São Paulo. Et c'est un pays où les gens ne vous demandent pas d'où vous venez, mais qu'est-ce que vous voulez y faire, comment vous voulez contribuer. Donc cette approche, cette énergie, et en même temps cette grande tolérance, parce que comme ce n'est pas un pays complètement fait, c'est un pays très tolérant, pour vivre tout au quotidien, c'est fantastique. Donc vous avez assisté en fait à l'évolution et la montée en puissance du pays? Ah oui. Absolument. Comment ça s'est passé? Ça a été rapide? Non. On a eu plusieurs phases. Je pense que la transition démocratique s'est très bien faite. C'est un des avantages du Brésil par rapport aux autres BRIC. C'est que démocratiquement parlant, c'est un pays qui fonctionne. Fernando Henrique a mis les grandes bases. Lula a très bien continué et a donné un élan. On a eu un bonus démographique fantastique, c'est-à-dire qu'on est passé de 6 gamins par famille à 2 gamins par famille. Donc moins d'enfants à éduquer et moins d'enfants rentrant dans la société. Donc il est normal qu'ils rentrent au milieu de la société et non en bas. Un pays relativement encore fermé, donc pas sujet aux aléas des crises, aux subprimes et compagnie. Cette conjoncture de choses, et puis on finit par dire Dieu est brésilien, tout ça, ça a fini par aider à faire que le pays aujourd'hui... Et les gens n'ont jamais cessé d'y croire. Je pense que une constante, c'est que le Brésilien voit toujours la bouteille à moitié pleine au lieu de la moitié vide. Si on avait des leçons à prendre aux Brésiliens, c'est peut-être celle-là, alors, nous, Européens. Ah, sans aucun doute. Je pense la tolérance et l'optimisme.
Comment sont accueillis les immigrés ici? Bien. Bien parce que c'est naturel, c'est spontané et c'est rapide. On vous demande un peu votre histoire, le Brésilien s'intéresse, le Brésilien est curieux, et gentil et naturellement ouvert. Et puis après, on passe rapidement, bon, ben, qu'est-ce que tu veux faire et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Donc c'est quelque chose qui est un processus historique et naturel. C'est le cœur de la société. La mentalité brésilienne, il n'y a pas de race brésilienne. Vous pouvez être brésilien, il peut être brésilien, c'est un esprit brésilien. Et c'est ça qui fait sa force. Même physiquement d'ailleurs. Hein. Oui, il n'y a pas de race physique, il y a un esprit, il y a un état d'esprit brésilien. Et São Paulo est un condensé de tous ces États brésiliens qui ont émigré à un moment ou à un autre. Ça vous manque la France? La France, c'est beau, c'est culturellement fantastique, mais l'énergie que je reçois des Français, au bout d'un certain moment, peut être irritante par rapport aux Brésiliens, qui, lui, avec beaucoup moins, est beaucoup plus souriant, beaucoup plus optimiste. Et au fond, ce qui compte, c'est d'être heureux au quotidien. Donc, être heureux en Amérique latine, au Brésil particulièrement aujourd'hui, à la limite, c'est sur le papier plus difficile, parce que vous avez beaucoup moins de garanties, d'atouts et de sécurité, mais dans le quotidien, plus facile. C'est quand même pas normal. Merci Frédéric. Merci Victor.